Apparition, un podcast du Média Club présenté par Alexandre Michelin. Alors, bonjour Othman. Bonjour. C'est un vrai plaisir de te recevoir dans le podcast Apparition. On va passer un moment ensemble à parler un peu de ton histoire et aussi singulièrement pour un scénariste de la manière dont elle s'est déroulée. L'histoire dont tu es à la fois l'auteur et l'acteur, la tienne, et aussi parce qu'elle inspire pour tous les générations qui nous intéressent. Parce que tu fais un métier qui est un métier qui fait rêver beaucoup de gens aujourd'hui. Tu écris des histoires pour la fiction. Et par ailleurs, on sait que cette question sur la diversité est extrêmement sensible parce qu'il y a finalement peu de scénaristes dans le système audiovisuel français. Et donc c'est une chance de t'avoir. C'est une chance aussi de pouvoir pénétrer les arcanes d'un métier qui fascine, qui est aujourd'hui peut-être un des métiers les plus intéressants qu'on puisse avoir dans le monde. Les gens passent un temps fou à regarder des fictions, elles alimentent les conversations, elles sont des objets culturels à part entière, et c'est donc avec beaucoup de plaisir que je prends le temps avec le Média Club et avec le Média Club Diversité de te recevoir. Qu'est-ce que c'est que ce métier de scénariste aujourd'hui ? On est en 2021. Comment tu définirais ce métier de scénariste ? Alors, pour moi, en fait, scénariste, c'est le plus vieux métier du monde, en gros. Quand les gens me demandent ce que je fais, les gens ont l'impression que, aujourd'hui, on va dire, en gros, c'est les séries qui portent un peu la modernité, qui sont l'endroit où les scénaristes sont les plus employés. Mais en gros, les scénaristes, c'est juste des conteurs d'histoires, comme il en existe depuis des milliers d'années, en fait. Moi, je m'estime comme un peu le descendant des conteurs de village, qui eux-mêmes ont donné naissance plus tard à des gens qui écrivaient des feuilletons dans des journaux au 19e siècle, qui sont devenus les scénaristes de cinéma. Donc on est des raconteurs d'histoires. Aujourd'hui, en 2021, c'est vrai que on est à l'ère des séries, clairement, des séries télévisées qui ont l'âge d'or de la série. L'âge d'or de la série télévisée. Et du coup, c'est sans doute l'endroit où les scénaristes sont le plus employés. Ils sont aussi employés au cinéma. Mais de manière naturelle, les scénaristes adorent les séries parce qu'en fait, c'est l'endroit où quelque part ils sont les maîtres du navire. Monde. Exactement. C'est un peu là où le côté un peu démiurge du scénariste, un peu, ça prend tout son essor. C'est là où on invente un monde et on le fait vivre. Moi, quand je vais sur LinkedIn, on me met Othman Mahfoud, scénariste, co-créateur et directeur d'atelier, séquencier du feuilleton Ici tout commence. Ouais. C'est tout ça, toute cette technicité que je découvre une fois que j'ai dit ça. Ouais. Elle est liée à quoi d'après toi ? Alors, moi aujourd'hui, donc j'ai créé une quotidienne qui s'appelle Ici tout commence. C'est particulier, ça, c'est l'univers vraiment de la quotidienne, qui est un univers industriel et qui du coup est très codifié avec des postes, voilà, très codifiés. Après, de toute façon, aujourd'hui, les séries demandent une écriture, c'est assez technique d'écrire une série, et du coup, c'est pour ça que c'est développé tout un jargon autour de ça. Et clairement, je veux dire, l'écriture de séries modernes nous vient des États-Unis, quoi, qui ont vraiment formaté ça et qui ont construit un peu les manières de travailler sur une série. Quand on dit co-créateur, qu'est-ce que ça veut dire ? Je dis ça parce qu'il y a une grande partie des gens qui nous écoutent qui pensent que tu as écrit ce texte ou tu es scénariste ou que tu es auteur au sens traditionnel. Mais co-créateur, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, pour le coup, créateur, c'est créateur de séries avec donc deux autres personnes. On a créé donc Ici tout commence à 3 à la demande de TF1. Il faut savoir que c'est une quotidienne avec quasiment 40 personnages, un monde à inventer. Donc, ce qu'on a fait, très basiquement, on a inventé un monde. En gros, on a travaillé 1 an à peu près pour inventer ce monde, qui est ensuite devenu la série. C'est ça ce qu'implique le terme créateur. Ce qui est amusant, c'est que les gens pensent toujours qu'en gros, quand ils regardent un film, il y a une part d'improvisation. Il n'y a aucune improvisation. Tout est écrit, tout est pensé. Tout est pensé, tout est travaillé. C'est le rôle du scénariste de penser à l'avance absolument tout, même ce qui vous semble une surprise. Être surprise ou du hasard ou étonnamment naturel vient du scénariste en fait. Donc tout est travaillé en amont. C'est vrai que c'est difficile à imaginer pour des gens qui connaissent pas ce qu'est un tournage, mais il est littéralement impossible d'improviser quoi que ce soit sur un tournage de série ou de film. C'est pour ça que le scénariste, en amont, doit travailler des fois plusieurs années pour écrire une série qui sera la série qui sera tournée derrière. Là, c'est combien de temps cette série ? Combien de temps de travail ?
Alors nous, on a démarré le développement en août 2019 et la première diffusion donc du premier épisode a été en novembre 2020. Donc il y a eu 1 an de travail, c'est très court. En général sur des séries, je sais que les gens aiment bien certaines séries, je sais pas si je prends des séries Canal, certaines ont mis 10 ans à 10 ans de développement avant de 10 ans de développement. Par exemple, il y en a une que... Moi, je me rappelais là, Les Sauvages, là. Oui. J'ai un souvenir, parce que là, c'est sorti là, je crois, il y a 2 ans. Ouais. Mais j'ai un souvenir, donc, que l'auteur du bouquin m'avait dit qu'il avait commencé à travailler sur le scénario, on était en 2012. Donc, Oui, c'était un livre. C'était un livre, et il avait commencé déjà à travailler dessus. Je sais qu'il y a eu 10%, j'en ai entendu parler, alors que je finissais de travailler à Canal à l'époque, on était en 2007, je pense que je l'ai vu apparaître 10%, je sais plus exactement l'année, mais je pense qu'il y en a eu pour 7 ou 8 ans, c'est une série qui a changé de chaîne. Ouais. Qui est à Canal, qui est passé à France Télévisions. Donc les temps de développement sont extrêmement longs. Les Américains appellent ça development hell, c'est l'enfer du développement. Et donc là, 1 an, c'est extrêmement rapide. Après, ça a été un travail à plein temps. Ouais. Quelle est la vie d'un scénariste? Ça veut dire que tu travailles sur un projet ou tu as 3 ou 4 projets qui sont sur le feu en espérant qu'il y en a un qui va marcher? Alors, normalement, un scénariste travaille même pas sur 3 ou 4 projets, des fois sur 7, 8, 10 projets en même temps pour espérer en avoir un qui marche. Alors, on travaille pas tout seul. Un scénariste travaille très rarement seul. C'est pour ça qu'on dit co-créateur. Un scénariste, c'est un métier collectif. Donc, souvent, les gens travaillent à 2, 3 sur une création de série. On parle bien de la télévision, hein, ça c'est On parle de la télévision. Ouais. Le cinéma, c'est très très simple. Je vais le dire une fois parce que c'est très simple. Au cinéma, dans le cinéma français, en gros, vous travaillez avec un réalisateur. C'est un binôme scénariste-réalisateur, mais le réalisateur a vraiment la main et vous arrivez au bout de l'écriture d'un long métrage. C'est extrêmement simple. Dans la série, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile et ça demande, oui, c'est très rare d'écrire tout seul. Alors maintenant, moi, dans mon cas, comme c'était une quotidienne, c'était pas possible de travailler sur plusieurs projets parce que c'était trop de travail. Et du coup, j'ai travaillé uniquement sur ça pendant 1 an. Et aujourd'hui, je travaille uniquement sur ça parce que comme les épisodes sont diffusés tous les jours, ça demande... Combien d'épisodes? Là, on va écrire le 400e. 400e épisode. Ouais. Et je crois là, en diffusion, on est au 300e, je crois, vendredi. C'est une machine incroyable. C'est une machine monstrueuse. Hein. On est les descendants de Plus belle la vie, hein, qui a ouvert un peu la voie. Bon, faut savoir, ça fait 20 ou 30 ans qu'en France, on essaie de faire des quotidyennes. Hein. Parce que ça existe dans tous les pays. C'est même le premier genre qui a existé en fait à la télévision aux États-Unis et en Angleterre. On est un peu ces descendants-là et on est un peu la dernière née des quotidiennes, qui a connu du coup un succès assez incroyable depuis. Donc, vous vous réunissez avec tes collègues. Qu'est-ce que c'est que le quotidien au démarrage d'un projet? C'est quoi? C'est de la créativité? C'est des tableaux? Vous arrivez avec des textes? Qu'est-ce que c'est ce métier? Ouais. Qu'est-ce que vous faites? C'est comme demander à quelqu'un, tu commences un dessin, par quoi tu commences? Moi, je pense, et j'ai été formé comme ça, c'est qu'il faut toujours partir des personnages, en gros, pour écrire une histoire. Faut se poser la question de quelle va être... Alors, pour le coup, pour nous, c'était plusieurs personnages principaux, donc c'est plus compliqué. Mais globalement, écrire une histoire, c'est écrire l'histoire d'un personnage. Et du coup, la première question, c'est je veux raconter l'histoire de qui? Et à partir de là, construire un personnage, et c'est là où c'est très amusant, c'est qu'une fois que vous avez construit un personnage suffisamment intéressant, c'est lui qui vous guide, en fait. Ce n'est plus vous n'existez plus en soi, en fait. C'est le personnage qui construit son histoire. C'est ça, vraiment un métier de scénariste, en fait. C'est le moment où vous construisez un personnage suffisamment intéressant pour qu'il vous emmène, en fait. Je sais pas, par exemple, imaginons que vous construisiez le personnage de Tony Soprano. Vous vous dites, voilà, je pensais à ce chef mafieux, dépressif, un peu en pleine crise qui a des problèmes de famille. Qui a des problèmes de famille, etc. Et je veux raconter son histoire, quoi. Et à partir de là, vous voyez bien qu'une fois que vous avez en tête Tony Soprano, c'est lui-même qui fabrique ses histoires. Il va aller voir un psy, mettant en danger tous l'édifice qui est basé sur le secret. Enfin, vous voyez, tout commence à partir de là. Ouais. Je pense que l'erreur fondamentale, c'est vrai que des gens, quand ils ne sont pas spécialement soit formés, soit qui n'ont pas assez eu l'habitude de travailler dans ce métier, c'est d'essayer de partir soit d'un concept, par exemple. Ça, c'est un truc assez classique. High concept. Voilà, c'est ça, c'est un peu le Casa de Papel. C'est genre, ils vont faire un braquage. Je pense que c'est toujours une erreur. C'est toujours une erreur parce qu'en soi, si vous réfléchissez 2 secondes, ça n'a pas d'importance, un braquage en soi. La question, c'est qui fait ce braquage?
Mais en soi, c'est pas un événement. Ça n'a pas spécialement d'intérêt, c'est juste un braquage, quoi. C'est un fait divers, quoi. Vraiment, la vraie question, c'est qui le fait. C'est là où ça devient intéressant. Et pourquoi? Et pourquoi, exactement. Dans l'histoire. Exactement, mais on suit l'histoire de ce personnage et pas... Mais c'est un contexte aussi, c'est parce qu'on les trouve à l'intérieur de cette banque. Oui. Donc ça, c'est une décision des scénaristes. Oui. Mais quand tu dis TF1 nous a demandé, donc la direction de la fiction, j'imagine. C'est exactement TF1, ça. Qui dit il nous faudrait une quotidienne. Une deuxième quotidienne. Il nous faudrait des personnages, je sais pas, ils vous donnent une ligne. Alors, nous... Il y a une cible commerciale à TF1. Nous, oui, la cible, ce qui était très compliqué, c'est qu'on nous a demandé de faire ce que d'habitude on ne demande pas, c'est de toucher une cible plus jeune, ce qui est très difficile à la télévision. Pour les gens qui travaillent à la télévision, savent très bien que dès qu'on leur dit, il faut réussir à récupérer les jeunes dans une chaîne hertzienne, des jeunes de 20 ans, 15 ans, c'est genre vraiment, c'est presque une sentence de mort, parce que c'est très 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 compliqué, quoi. Ils regardent plus la télé. Non, ils regardent plus la télé. Et du coup, donc il y avait vraiment ce côté d'amener des gens plus jeunes et d'avoir des personnages plus modernes. Moi, je travaillais sur Demain nous appartient, qui est l'autre quotidienne de TF1. Donc l'idée, c'était de créer une quotidienne différente. Alors, il y avait quelques éléments, il y avait des personnages qui passaient de l'une à l'autre pour aussi une histoire de com et de support de pub. Mais l'idée, c'était quand même de créer un univers, un nouvel univers, et qui plairait aussi bien donc à aux gens plus âgés qui regardent la télévision qu'à des jeunes. Et c'était ça la vraie difficulté, en fait. C'est la question qu'on s'est posée très vite tout de suite en commençant à travailler dessus, c'est comment ramener les jeunes français à la fiction française, qui est une question que se pose plein de monde aujourd'hui, parce que quand on se la pose pas, c'est quelque part la mort de la télévision française qu'on prépare. Ouais. Ils sont tous en train de regarder des fictions étrangères, ou pas du tout, quoi. Ils sont en train de jouer sur leurs jeux vidéo, mais ils sont pas du tout sur la fiction française. Non. Donc ça, c'était vraiment... Alors, on y est arrivé pour une partie sur les sites où commence. Il y a un énorme public jeune qui suit, qui tweet, voilà, c'est une série qui est très présente chez les jeunes. Mais globalement, les jeunes se sont totalement désintéressés de la fiction française. À part quelques épiphénomènes comme sur France TV Slash ou quelques endroits comme ça. La masse n'est pas là. La masse n'est plus là. Et même les chaînes ont elles-mêmes abandonné cette idée. Quand on voit les programmations, on voit que c'est non seulement des programmations qui ne sont pas jeunes, mais même volontairement pour un public extrêmement âgé. Mais alors, est-ce que c'est parce qu'ils regardent plus la télévision ou est-ce que c'est parce qu'ils regardent les plateformes? Alors, parce qu'ils regardent des plateformes, mais les plateformes trouvent aussi les programmes qui leur plaisent. Et ces programmes, ils ne les retrouvent pas à la télévision. Si on prend un élément de comparaison, quand la BBC, je suis pas sûr que c'est la BBC, mais je crois que c'est la BBC, diffuse Bodyguard en Angleterre, ça a fait un carton sur absolument toutes les classes d'âge. Même les jeunes ont regardé Bodyguard. Il y avait un programme qui... Quelle est l'histoire de Bodyguard pour alors, qui nous écoutent? L'histoire de Bodyguard, c'était l'histoire c'est le garde du corps, on va dire, de la première ministre, qui se retrouve face à une menace terroriste. Et lui-même, ce questionnement, c'est quelqu'un qui a des traumas, un post-trauma de la guerre, et il y a un problème de loyauté vis-à-vis de la femme qu'il est supposé protéger. Donc, il y a toujours des programmes qui peuvent attirer tous les publics, en fait. C'est juste qu'il faut les écrire, il faut les produire. Mais c'est vrai que oui, vous avez raison, les jeunes sont sur les plateformes aujourd'hui. Ils sont sur les plateformes. Ouais. Et de temps en temps, les grandes chaînes y arrivent. La BBC est encore une grande chaîne publique en Angleterre, mais c'est rare. C'est rare. Ouais. C'est en fait hyper fédérateur, mais c'est rare. Ouais, c'est très rare. Ouais. Et donc aujourd'hui, les chaînes ont accepté d'avoir, disons, des cibles plus restreintes. Ouais. Et elles font appel à des scénaristes pour essayer de rallumer la flamme. Exactement, parce qu'en fait, vous imaginez, pour une chaîne, autant pour France Télévisions, peut-être le problème est moins grave parce qu'il y a moins de publicité. Mais pour une chaîne comme TF1 ou M6, pour des chaînes commerciales, ne perdre, on va dire, ce qu'ils appellent les femmes de moins de 50 ans, qui sont les consommatrices, c'est c'est leur mort, en fait, qui est programmée. C'est la fin de leur publicité et c'est leur fin, en tant que telle. En tant qu'entreprise. Donc ça veut dire on demande à des scénaristes de trouver des personnages jeunes, féminins. Exactement, ça c'est une vraie demande. Ouais. Ou de trouver des problématiques ou des histoires qui vont les intéresser. Exactement. Alors comment on fait on travaille, on se documente, on fait une enquête, vous discutez entre vous, qu'est-ce qui va intéresser la femme de moins de 50 ans On n'est pas aussi... de toute façon, c'est impossible d'être cynique
Moi, je pense, personnellement, dans un métier comme ça, un métier artistique. Moi, je pense de toute façon, les scénaristes, si on a envie de faire ce métier, c'est qu'on est un peu curieux du monde autour de nous, forcément. Ou sinon, c'est impossible. On serait forcément un mauvais scénariste si on n'est pas curieux des gens. Donc, je pense, tous les scénaristes sont toujours avides, en fait, de savoir ce qui se passe, d'être au fait de l'innovation, d'être au fait aussi de nouveaux courants. Donc, moi, j'ai toujours été, je veux dire, c'est vrai que j'ai donné des cours, par exemple, de scénario. Ce que j'adorais le plus, c'était de discuter avec des gens qui avaient donc 20 ans de moins que moi et voir un peu quel était leur monde, quelle était leur valeur aujourd'hui. Ça me fascinait, quoi. Donc, j'ai toujours eu une curiosité de savoir ce qui se passait autour de moi. Donc, on l'a tous, je pense, les scénaristes. Ça, j'ai jamais vu un scénariste qui n'était pas curieux. En général, on n'est pas trop dépassé par la société qui nous entoure. On essaie juste après de trouver les personnages qui nous intéressent. Par exemple, dans la série, on a un personnage qui est pansexuel. L'identité sexuelle, c'était un sujet qui nous intéressait vachement. Ça m'avait beaucoup marqué, moi, chez mes étudiants. Ça a beaucoup évolué. Au conservatoire, oui. Européen d'écriture audiovisuelle. C'est quelque chose qui a beaucoup... 11 ans quand même, une dizaine d'années, 2 ans à être prof, 2 ans. Oui, j'étais prof 2 ans, mais j'étais prof à d'autres endroits, à l'INA aussi. D'accord. Et c'est vrai que l'identité sexuelle est quelque chose qui est beaucoup plus fluide aujourd'hui, plus juste, plus, je pense, plus réel. Moins normé, quoi. Moins normé. Et moi, ça me fascinait, en fait, de les voir, à quel point les choses avaient évolué, en fait. Et je trouvais ça vachement intéressant. Donc, on a inventé ce personnage de pansexuel qui correspondait aussi à quelque chose de nouveau. Enfin, de nouveau. Ça a toujours existé, mais quelque chose qui était plus assumé. C'est vrai que moi, j'ai du recul par rapport à la télévision. On n'aurait pas imaginé que TF1 ait un personnage pansexuel à ces heures-là de l'audience, quoi. Parce que ça aurait fait fuir à une époque. Et aujourd'hui, même, le couple homosexuel, donc, de la série, donc Greg et Elliot, c'est le couple star. C'est notre couple star de la série, c'est celui que les fans aiment quasiment le plus. Donc c'est aussi fou d'avoir comme ça un couple homo à 18h30 qui devient rentre dans tous les foyers, qui devient un peu qui regardait C'est là où on se rend compte que les choses ont changé. Oui. Alors les audiences sont pas les mêmes, donc il y a aussi une capacité à toucher des publics qui sont très ciblés, mais l'idée de renouveler en passant par des thèmes de société avec des personnages qui ont des identités fortes finalement assumées, cette idée-là, elle est passée. Parce qu'à une époque, ça, c'était la télévision payante qui faisait ça. C'est exactement ça. Mais c'est exact. Et vraiment, moi, je me rappelle, clairement, que ce soit la directrice de la fiction, Anne Viau, ou les conseillères, Céline François et Alexandra Goussu, à aucun moment, en fait, elles nous ont demandé de se censurer, en fait. C'était au contraire, c'était quelque chose de oublier le TF1 d'il y a 20 ans, et juste, allez-y, quoi. Ne vous lâchez-vous, et ils préféraient limite qu'on aille trop loin et que eux au moment nous stoppent ou nous freinent plutôt qu'on se retienne et qu'on s'auto-censure, qui est un peu toujours le grand problème des scénaristes français, et plutôt qu'on s'auto-censure et qu'on fasse quelque chose de fade et de... Donc en fait, la compétition là, c'est d'être au niveau de ce que les gens peuvent voir ailleurs, dans d'autres pays. Parce qu'en fait, les références finalement, comme c'est de la fiction française, sont françaises, mais mentalement, les gens ont pris l'habitude de voir des personnages dans des séries essentiellement américaines, on va dire, alors, israéliennes ou en tout cas internationales, avec des personnalités qui sont fortes, mais pas françaises. Non. Et donc là, la bascule, elle se place dans le contexte, parce qu'on reconnaît les lieux. Ou est-ce qu'il y a quelque chose de français? Parce que est-ce qu'il y a une French touch dans cette histoire? Alors nous, notre French touch, c'était qu'on a pris l'univers de la cuisine pour faire la série. On a cherché vraiment ce qui était réellement culturellement français. Donc ça, la gastronomie, clairement, c'était quelque chose de il y aurait eu la mode, ou enfin, il y aurait un univers qui soit marqué. C'est ça, un univers qui soit quand même, c'est un univers qui est quand même très marqué. La France reste quand même la plus grande nation de gastronomie. C'est encore un domaine où il y a quand même un règne qui, je pense pas, qui n'est pas vraiment discutable, quoi. Sur le reste, sur la construction, c'est vrai qu'on a choisi de s'éloigner quand même. C'est une série qui est très américaine, on va dire, dans la construction. On a fait ce choix parce qu'on s'était rendu compte que en fait, si les séries françaises ne marchaient pas sur les jeunes, alors ça c'est une théorie qu'on a élaborée pendant qu'on réfléchissait, mais j'y crois vraiment, c'est que globalement, quand on écrit pour des jeunes en France, en fiction ou en long métrage, le message est globalement, tu n'as aucun avenir. C'est vrai? Ouais. Globalement, si vous regardez, par exemple, il y a un nombre hallucinant
hallucinant de films sur des gosses en échec scolaire. Il y a très peu en fait de success story avec des jeunes. Quand vous regardez vraiment la création française de séries et de films, on est toujours dans l'échec en fait. C'est l'échec, c'est la misère sociale, et même quand on traite le lycée, c'est une vision extrêmement assez dépressive et voilà du lycée quoi. Cet endroit sans moyens où échouent des jeunes sans avenir. Il y a toujours ce discours de demain ne sera pas mieux. C'est étonnant, oui, j'avais pas conscience. Si, mais en fait, en regardant des tonnes moi de trucs, je me suis dit mais en fait c'est ça le problème, c'est que mentalement on entretient le décalage, exactement, ou le déclin, c'est le déclin, ouais. On est toujours dans ce truc de demain ne sera pas mieux. et je pense très sincèrement, ce que je me suis rendu compte, c'est pourquoi toutes ces fictions ne marchaient pas sur les jeunes, c'est que elles sont pour des gens âgés en fait. Il n'y a que des gens âgés qui veulent regarder des fictions sur des jeunes qui n'ont aucun avenir. Les jeunes veulent regarder des fictions. Un jeune à 20 ans, vous pensez vraiment que votre monde de demain, enfin j'espère pour vous, sera meilleur quoi. Oui. Et du coup, c'est ce que vous avez envie de regarder en fait. Vous avez envie de regarder des fictions qui vous portent et vous projettent vers un avenir meilleur. On a envie de voir que Greta Thunberg, elle va réussir à changer à changer le monde. C'est ça. On n'a pas spécialement envie de voir qu'un gosse en dépression qui est mis en foyer, qui va finir par tuer quelqu'un en fin de film, et on se rend compte que voilà, cette société est pourrie et que ce jeune était condamné d'avance, qui est je caricature. Oui, c'est une caricature. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, moi j'ai travaillé une dizaine d'années dans une multinationale américaine où effectivement, je pense qu'on cultive dans la société américaine et dans les entreprises américaines, on cultive une curiosité, une acceptation de l'échec et du dépassement qui fait que ça peut se jouer encore, même ça doit se jouer. C'est la grandeur du héros, du personnage. Oui, bien sûr, toujours. De porter pratiquement on est un super héros, ou en tout cas on est quelqu'un qui fait changer les choses. Et c'est vrai que du coup c'est devenu un code, c'est ça, c'est devenu un code pour la jeunesse. C'est ça c'est devenu un code pour la jeunesse, ouais. En tout cas réussir. Et être dans une meilleure situation, potentiellement que franchir les obstacles qui se dressent et au final tomber, se redresser, se relever et arriver quelque part à une forme du rêve qu'on s'était fixé. Parce que ça, au début, on parlait de finalement être un héritier de tous ceux qui racontent des histoires. C'est exactement toutes les mythes sont construits comme ça. Tous, le héros tombe, il se relève. Les histoires des griots africains, elles sont construites comme ça. Les histoires des jeux vidéo, elles sont construites comme ça, avec une suite d'épreuves, et puis quand on a passé l'épreuve, on peut en franchir une autre. C'est étonnant que cette vieille leçon, elle ait été oubliée. C'est quoi? C'est parce que les auteurs ont pris trop le pouvoir, ou les dépressifs, ou les... Il y a une forme de snobisme, en fait. On est arrivé à un moment où on a eu du mépris. C'est à peu près depuis la nouvelle vague. Je pense qu'il y a eu une forme de mépris pour le happy end, en fait, et une de mépris pour le héros. Parce qu'elle a été très imposée par le cinéma, par une certaine forme de feuilleton. Oui, c'est ça. Ça se termine mal. Oui, c'est ça. Les créateurs se sont dit j'ai plus de place et je casse un peu le jouet. Ils voulaient casser le jouet, et puis c'est devenu presque un réflexe quand vous regardez. Enfin après, c'est vraiment peut-être c'est caricatural ce que je dis, mais en tout cas le sentiment à chaque fois sur la fiction ou les longs métrages, c'est que on vous demande la tragédie, quoi. En gros, c'est la tragédie qui est récompensée. La comédie, ça reste quand même le genre un peu méprisé, et on attend la tragédie, mais surtout, il y a une forme de... Comme je pense que le cinéma français est resté trop longtemps aux mains d'une petite bourgeoisie parisienne, en fait. Assez bizarrement, je trouve que c'est une bourgeoisie qui a tendance à réellement voir le monde de manière très négative pour la suite, quoi. Il y a quelque chose moi, je trouve qu'il y a un négativisme et un pessimisme absolument incroyable qui transpire de tout ça. De tout, en fait. Et pour les jeunes, c'est là où ça ne marche plus, quoi. C'est là où ça ne fonctionne plus. C'est littéralement, je ne pense pas que quand on a 20 ans, on a envie de voir une fiction sur un jeune de 20 ans qui essaye d'accomplir un rêve et qui échoue. Et qui finit son film en ayant très sincèrement, je ne pense pas. Donc du coup ils se sont éloignés. Ils sont éloignés. Ils sont allés voir ailleurs. Et donc on leur crache dessus, on leur dit regardez ces jeunes idiots, regardent des fictions américaines, regardent des films de super-héros, regardez. Mais en fait c'est parce que ces fictions leur donnent les nourrissent. Les nourrissent, alors donnent l'énergie. Voilà, c'est ça, pour aussi accomplir des choses. Je veux dire, il y a les films influencent les gens, les séries influencent les gens. Je veux dire, combien de gens ont décidé d'être médecins en regardant Urgence? Je pense
beaucoup. vrai. Alors il y a des échecs évidemment, je veux dire. Après la question, c'est pas de faire un truc qui est non plus une sorte de bisounours mais de donner au moins un espoir au terme des épreuves. Toutes les histoires sont construites, comme vous l'avez dit, toutes les histoires sont construites comme ça depuis la nuit des temps en fait. Donc du coup, quand on est dans cette posture de scénariste, il y a une discussion d'équipe. On crée des personnages, ils se nourrissent les uns des autres. Et cette histoire, finalement, elle appartient plus à un réalisateur ou à un auteur. Elle est portée par ce trio de scénaristes co-créateurs. Finalement, toute une partie de ce que, justement, la création en France a apporté est effacée. Le créateur, c'est le scénariste. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, c'est encore plus accentué sur une quotidienne. Sur une série classique, le réalisateur n'est pas le personnage le plus important, puisque de toute façon, il y a tellement d'épisodes qu'il ne peut pas tenir le rythme. Donc, c'est réellement le créateur, les scénaristes qui est le capitaine du navire avec le producteur. Et alors, sur une quotidienne, c'est encore un autre niveau, puisqu'il n'y a même pas le même réalisateur je veux dire, il y a plusieurs réalisateurs par épisode. Donc là, on est carrément, les réalisateurs ne voient pas du tout la continuité en fait. Il y a que les scénaristes qui peuvent tenir ce navire-là. Donc oui, là, on est c'est pour ça que les scénaristes aiment bien les séries, c'est que c'est l'endroit où enfin on les respecte et on leur a carrément donné le pouvoir. Pas encore en France, mais aux États-Unis, on leur a littéralement. Il y a même un nom pour ça. Donc, oui, ils ont un nom de showrunner aujourd'hui. En français, ça se traduit comment? Aujourd'hui, en français, c'est deux postes, c'est-à-dire c'est le directeur de collection qui est le nom du chef des scénaristes et le producteur artistique, quoi. Donc en gros, ça serait ces deux postes-là Mais on n'a pas créé de nom, en fait. On n'a pas inventé le... Il y a des gens qui ont ce titre de showrunner. Mais pas en français, ça n'existe pas. Non, en français, non. On n'a jamais, on n'a pas d'imagination pour nous. Non, mais même les Québécois ont pas inventé un mot pour ça. Mais ça reste quelque chose qui est vachement combattu en réalité, hein. C'est absolument pas assumé. Moi, quand il y a des jeunes qui me disent je vais être showrunner, je leur dis bon courage, c'est pas gagné. C'est quelque chose qui reste, parce que c'est une lutte de pouvoir, en fait. C'est qui a le pouvoir? Est-ce que c'est le scénariste? Est-ce que c'est le producteur? Est-ce que c'est la chaîne? Et dans cette lutte de pouvoir, à partir du moment où vous dites on a un titre de showrunner, c'est en gros vous donnez le pouvoir au scénariste. Pardon, mais si ça marche, c'est bien. Je veux dire, pourquoi, moi je regarde des séries de Shonda Rhimes. Ouais. Parce que je sais qu'elle a une façon de faire, d'écrire, ou quand elle fait Bridgerton, par exemple, je me dis ah bah oui, il y a quel qui aurait pu faire avec les Noirs en Angleterre au XIXe siècle. Ouais. Alors, c'est vrai qu'elle est devenue un peu emblématique, c'est un peu comme Jules Verne, quoi. Exactement. On sait qu'il y a une façon de regarder les problèmes qui est sa marque de fabrique, avec des émotions, des personnages fouillés. Pourquoi j'en connais pas en France qui ont cette aura-là. Non, il y en a franchement, non, parce qu'il y avait peut-être Éric Rochant sur le Bureau des légendes, mais il est à la fois producteur et réalisateur. Il y avait Frédéric Krivine qui avait fait PJ et le village français, qui a toujours cette aura de showrunner. Il y a eu Fanny Herrero sur 10%, mais on est sur quelques noms. En réalité, c'est des gens qui ont plus obtenu ça. Oui. Parce que leur carrière a eu beaucoup de succès et à un moment, ils ont dit voilà, maintenant si tu veux travailler avec moi, je veux ça. C'est globalement, c'est plus comme ça que ça s'est passé. C'est pas quelque chose qu'on leur a forcément donné au départ. C'est pour ça que je dis que c'est pas quelque chose du tout qui est. Donc c'est culturellement pas. Non, c'est pas encore. Donc scénariste, co-créateur, oui. Showrunner, pas encore. Pas encore, sauf pour quelques stars du scénario qui l'imposent. C'est parce que c'est ça, hein, ils l'imposent. Ils ont raison de l'imposer. Mais c'est pas parce qu'en fait, on n'a pas encore lié ça au succès de la série. Parce que moi, quand je regarde le parcours qui est le tien, il y a marqué scénariste. Ouais. Mais peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, on mettra showrunner. Oui, c'est possible, ouais. Oui. C'est quelque chose que je vise, clairement. Après, c'est comme je disais. Ça s'impose pas ou ça se rencontre. C'est un moment, les gens estiment que voilà, ils veulent travailler avec vous, donc ils vont vous donner une partie du pouvoir. Hein. C'est pas plus compliqué que. C'est ça. Je pense qu'on a fait
un tour assez complet et très riche, je trouve, de cette histoire finalement de métier. Quelqu'un qui a écrit, quelqu'un qui raconte des histoires, qui collabore. Je trouve que c'est vraiment très très important, qui est dans une relation avec la société et avec le monde qui est très ouverte, très curieuse, et qui porte aussi finalement les valeurs. Donc j'espère que ceux qui nous écoutent auront touché un peu toute la complexité, la richesse de ces fonctions, au-delà même des deux ou trois noms qu'on connaît. C'est vraiment, je dirais, un métier clé aujourd'hui dans la création. Peut-être le métier le plus créatif. Je pense que c'est peut-être le métier le plus créatif. Ouais, ça touche à tout, et c'est ce qu'on retient finalement quand on regarde le loisir numéro 1 qui est la série. Quoi. Mais bon, quand on s'appelle Othman Mahfoud, on s'est rencontrés, on peut se parler publiquement à la guilde des scénaristes autour d'un débat qui était très animé, ma foi, sur la question de l'écriture. Est-ce qu'il fallait être issu de la diversité pour écrire des rôles ou des personnages et de la diversité? J'ai envie même de poser la question à Othman, quel est son cheminement, parce que c'est exceptionnel. Il y en a quelques-uns. J'ai eu le plaisir d'interroger Lionel Olinga, qui est passé aussi du côté de la production, enfin mais qui est à l'origine un scénariste. Il y a finalement peu, on va dire, de diversité d'origine au sens large. Je pense que d'origine sociale, complètement. Ethnique, c'est des milieux extraordinairement homogènes en France. C'est vrai. Même pour les femmes, c'est pas gagné du tout. Non. Alors, quand on s'appelle Othman Mahfoud, ça doit être assez compliqué, parce que, non mais, c'est sûr. C'est clair. C'est d'ailleurs un des grands plaisirs que j'ai, moi, dans cette série de podcasts, c'est qu'on se rend compte que finalement, il n'y a pas de barrière réellement. Non. Mais je crois que c'est important un peu de raconter un peu ton cheminement. Donc toi, tu es d'origine marocaine. Je suis d'origine marocaine. Je suis arrivé donc à l'âge de 18 ans. J'avais un parcours de bon élève. J'ai fait une école de commerce, mais j'avais toujours voulu faire du cinéma. Sauf que évidemment, mes parents, vu que je ne venais pas du tout d'un milieu de cinéma, c'est quel milieu C'est un milieu, voilà, un peu bourgeois marocain, on va dire. Mon père était médecin. À Casablanca. À Casablanca, ouais. Donc le meilleur lycée dans le meilleur lycée de Casa, effectivement. Donc j'étais quand même d'un environnement privilégié, et j'ai débarqué en France. En fait, c'est la francophonie. Finalement. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à la fois une culture marocaine, et dans la culture marocaine, il y a aussi un élément de francophonie. Exactement. Donc je fais le lycée français de Casa. Exactement. Et puis on me dit à un moment donné, peut-être que tu pourrais aller faire une école de commerce. Donc j'ai fait mon école de commerce avec toujours cette petite idée derrière la tête Et ça vient d'où, ça? Ça vient du fait que la télévision ou le cinéma, c'était une fenêtre par rapport au Maroc? Alors, il y avait, il y avait pas vraiment de télévision. En gros, tout ce que j'avais un cinéma, en fait, où je pouvais aller à pied, à côté de chez moi. Ouais. Donc, j'allais au cinéma, je voyais absolument tous les films. J'y allais, je voyais tous les films, donc, qui passaient. Alors, avec des trucs que effectivement, j'aurais jamais dû voir à mon âge, parce que il y avait un peu, mes parents faisaient pas trop attention à ça, ou ça les faisait marrer. En tout cas, j'allais au cinéma à pied, à côté de chez moi, il y avait 4 salles, je crois, et je regardais tout le temps. Au moins 4 films par semaine. Ouais, je pense, ouais, je pense, ouais. Ça faisait partie de ma vie, quoi. Il y avait un truc, donc. Oui, donc l'école de commerce, c'était pour faire plaisir. Oui, c'est ça, c'était pour faire plaisir. Et dès que j'ai cherché des stages dans le cinéma, dans la télévision, et c'est comme ça que j'ai trouvé un stage, donc, à Studio Canal. Ça, c'était Mais même ça, c'est déjà un exploit. C'est un exploit. Alors ça, je peux vous dire, c'est très drôle, cette histoire, parce que en fait, je veux parler de ça parce que c'est intéressant quand on est issu de la diversité. Je sais qu'on a tendance à se sous-estimer. Et en fait, j'encourage vraiment les gens à faire le contraire. Il faut vraiment tout le temps se surestimer pour arriver à l'équilibre, en fait. Ouais, pour compenser. Je cherchais mon stage et je galérais un peu à trouver mon stage. Et même en venant d'une école de commerce. Oui. Les stages étaient pas évidents à avoir parce que c'était des stages que toute la petite bourgeoisie parisienne espère aussi. Et plein de gens. Enfin bref, c'est des trucs qui sont très prisés par rapport à je dirais des stages, dans d'autres métiers ou dans le marketing, exactement. De l'alimentaire. Exact. Et du coup, je tombe un jour sur une annonce à Studio Canal, mais un truc insensé. Il fallait un MBA, fallait
être bilingue anglais. Pour être stagiaire. Ouais, pour être stagiaire. Mais c'était insensé. Il y avait 10 lignes. Puis j'envoie ça aux gens. Ils me disent, oh, mais c'est n'importe quoi. Et je me dis, oh, je vais postuler. Je m'en fous. J'ai rien à perdre. De toute façon, autant le faire. Donc, je vais passer mon entretien. Il y avait genre 100 candidats, je crois, pour un stage, donc à Studio Canal. C'était vraiment un stage prestigieux parce que c'est dans le service production. Et alors, ce qui est marrant, c'est que donc, alors, ils donnent pas de réponse. Je continue à appeler. Donc, j'ai finalement eu le stage au milieu de 100 personnes. Et certains qui étaient pistonnés, littéralement. J'ai pris la place de gens pistonnés. Parce que c'est quand même, c'est toujours le problème en France. C'est dans des trucs comme ça, vous vous retrouvez très vite avec des gosses pistonnés, de personnalité, etc. Et j'ai littéralement pris leur place grâce aux assistantes. Parce qu'en fait, comme j'avais passé beaucoup de temps avec les assistantes en attendant, j'avais discuté avec elles et j'avais rigolé avec elles, et en fait de tous, elles avaient dit c'est le plus sympa. Et puis comme le stage c'est globalement de faire des photocopies, autant avoir quelqu'un sympa qui fait des photocopies. Et donc j'ai eu le stage comme ça. Bon après j'ai quand même j'ai bossé, j'ai lu des scénarios. Est-ce que ça c'est pas le héros qui raconte l'histoire? C'est quand même extraordinaire d'être finalement sélectionné et surtout d'être à l'intérieur de ce système finalement qui est un peu une citadelle. Oui, c'est complètement. C'est pas que des photocopies en fait. Non, bien sûr, évidemment que non. Par exemple, qu'est-ce que c'était que ce... Alors non, c'était incroyable. Après, pour parler des choses telles qu'elles sont, Studio Canal à l'époque et Canal+, c'est le centre nerveux du cinéma français. C'est là où tout se finance. À l'époque, et encore aujourd'hui. C'était quand C'était en 2004, donc je suis resté de 2004 à 2009. Et donc, il faut voir aussi les réalisateurs avec lesquels on travaillait à l'époque. C'est-à-dire, on parle de David Lynch, de Wong Kar-wai, de monstres absolus. Donc ça valait le coup de se démener. Ouais, je pense au bout de quelques mois, je me suis retrouvé un jour, on m'a dit va chercher quelqu'un, je me retrouve avec Roman Polanski en face de moi, j'arrivais même plus à parler, en fait, je voulais lui dire quelque chose. Ouais. Je me rappelle que j'ai eu le souffle coupé. Carrément, parce que ce type, j'avais vu, je sais pas, tous ces films 25 fois, et je le retrouvais en face de lui. Après, quoi qu'on pense du personnage en soi, mais après, il y en avait tellement d'autres. David Lynch, c'est pareil, hein, je me suis retrouvé... dans le Festival de Cannes. Oui, on est allé au Festival de Cannes, etc. Donc quand même, c'était incroyable. C'était quand même un... Donc c'était au cœur de la création du cinéma. Ouais. C'était quoi le job? Alors, le job, il y avait plein de parties dans ce job. Il y avait de l'achat de films, il y avait de la lecture de scénario et ce qu'on appelait un peu de l'évaluation. En fait, c'est le stage, ça, ou le travail? Alors, le stage, je lisais juste des scénarios. Et derrière, en fait, comme on a trouvé que je lisais plutôt bien les scénarios, du coup, on s'est dit, mais on va l'embaucher comme je crois que oui, c'était chargé de développement. Donc, en fait, c'est extraordinaire. Je dis ça, a priori, quand on est dans ces métiers-là, on a fait la FEMIS. Oui. On a fait une école du système, quoi, de scénario ou de lecture et finalement toi t'as pas ça? Non, au départ non. Après derrière j'ai fait une école de scénario, mais à l'époque rien. École de commerce, bon élève, passionné. Ouais, c'est ça c'est la passion. Hein. La passion, la connaissance. Et alors, ce qui est marrant, donc la passion et l'anglais. En fait, ce qui est très drôle, c'est que à force de regarder des films, au bout d'un moment, j'ai commencé à les regarder en VO. Mais à force de regarder autant de films en VO, je suis devenu quasiment bilingue en anglais. Et quand je suis arrivé à cet entretien donc à Studio Canal, il y avait donc c'était un boulot qui demandait l'anglais quasiment bilingue, donc pouvoir parler au téléphone avec des gens d'Hollywood, etc. En gros, j'étais un des seuls qui avait plus ou moins un bon niveau d'anglais à l'oral. Alors, à l'écrit, ils étaient tous exceptionnels, mais c'est le truc classique en France. En France, on pouvait lire Shakespeare, mais pas parler. Exactement. Commander un ticket de métro. Mais les types étaient incapables de répondre au téléphone et d'avoir une conversation et de comprendre même l'humour et de vraiment avoir une vraie conversation avec quelqu'un Et ça, comment c'est testé pendant l'entretien? En gros, j'ai été embauché donc à l'époque, c'était Sébastien Beffa qui était directeur de la production et Ron Alpern qui était le directeur de la production internationale. Ron Alpern est américain. Ça a été mon boss pendant plusieurs années. Et en gros, il a commencé à me parler en anglais. Ça, c'est extraordinaire parce que je crois que disons, tous ceux qui sont un peu minoritaires ont pas mal de désavantages, mais ils ont aussi beaucoup d'avantages. C'est d'avoir cultivé des choses qui sont pas nécessairement scolaires, c'est-à-dire s'intéresser à l'anglais en ayant vu tous les films, en connaissant les blagues, les jokes. Exactement, c'est exactement ça. Typiquement, savoir comment l'humour américain, c'est un truc qui m'a vachement aidé. Qui est passé en fait à travers le cinéma. Exactement, à travers les séries et l'humour juif new-yorkais de Woody Allen, c'est exactement ça. L'humour de Hollywood, exactement. Des blagues. Ok. Et ça, en fait, c'est peut-être ça, plus les assistantes et finalement des qualités humaines. Oui.
qui ont fait l'empathie, en fait. Exactement. Qui ont fait ça. Ils se sont tous dit, Othman, on le connaît pas, mais il a une espèce de présence qui va. Donc, alors moi, je trouve que ça c'est très intéressant aussi parce que ça veut dire que c'est possible. Dans ce système complètement fermé, il y a une faille. Il y a quelqu'un qui rentre et qui construit un univers. Il y a quelque chose que moi j'avais constaté. J'étais toujours, et souvent beaucoup des invités du podcast étaient toujours le seul. Noir, le seul arabe, le seul l'arabe qui cache la forêt. Ouais, c'est vrai. Il y avait d'autres Othman, il y avait d'autres. Alors c'était très drôle parce qu'à l'époque où j'étais à studio, en gros, les seuls arabes il devait y en avoir peut-être un ou deux à la comptabilité, mais grosso merdo, tous les arabes et les noirs étaient en bas en fait au courrier, au service du courrier. Et après il y avait moi. Et j'ai un souvenir assez un peu, c'était très drôle, c'est qu'un jour ils se sont dit il faudrait qu'on donne donc le jour d'Aïd el-Kébir aux musulmans. Donc cherchons qui sont nos employés musulmans. Ah, il y a Othman. Et donc cette qualité d'être le seul, ou est-ce que comment c'est vécu quand on est une fois à l'intérieur? On oublie ou ça reste une question Alors moi ce qui a changé, c'est vrai que quand je suis arrivé, j'étais le seul. Au fur et à mesure, il y a commencé à avoir d'autres qui sont arrivés, d'autres qui aujourd'hui sont devenus producteurs. C'est vrai que je me rappelle de Laurence Lascari qui était aussi en stage à l'époque, en même temps que moi. Ah, en même temps. Elle n'avait pas encore monté sa boîte. Elle n'avait pas encore monté sa boîte. C'était vraiment, on avait tous les deux, voilà, on démarrait, quoi. Ouais. Et, il y en avait quelques-uns. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais assez seul. Alors, j'avais assez l'habitude parce que déjà en école de commerce, on va pas dire, c'était pas le reine non plus de la université. Mais c'était quand même, voilà, il y avait quand même quelques-uns. Mais là, oui, j'étais relativement seul, oui. Et c'est un fait qui n'interpelle personne, quoi. Alors, à l'époque, c'était même pas un sujet. Aujourd'hui, c'est un sujet. À l'époque, c'était même pas un sujet, en fait. Mais c'était pas un sujet parce qu'il n'y avait pas finalement de soucis. Ou est-ce que c'est parce que finalement les gens n'arrivaient absolument pas à envisager ce que ça pouvait vouloir dire sur finalement ce que reflète la création? Est-ce qu'elle reflète pas un peu, sans faire de féminisme de comptoir, finalement c'est que des histoires d'hommes écrites par des hommes pour des hommes, et puis les femmes, les minorités, tout ça, des histoires d'hommes blancs écrites complètement. Est-ce que c'est finalement un manque de conscience? Je me suis souvent posé la question parce qu'on est là et on se dit, est-ce que vous vous rendez pas compte qu'il y a un problème? C'est que je pense, le premier problème pour moi que je vois, c'est que les Français ont tendance et en France en général, ont tendance à chercher des équipes homogènes, à embaucher des clones. Et c'est la cooptation. C'est la cooptation. Donc en gros, chacun embauche son clone à son poste. Et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, quand vous allez, si vous allez dans les chaînes. C'est globalement, les gens embauchent leurs clones à des postes en dessous pour un jour prendre peut-être leur place. Pour se rassurer, en fait. Ouais. Ce que j'ai l'impression personnellement, c'est que la diversité, c'est encore vu comme un gadget par certains Français qui ne voient pas à quel point ça va booster leur boîte, leur série, ils ne voient pas en fait le potentiel que ça a, ce que ça va amener d'avoir une équipe hétérogène. J'ai l'impression qu'ils n'y croient pas vraiment ou ils ont jamais essayé. Alors que je veux dire, moi, je suis partisan vraiment de ceux qui pensent qu'une équipe hétérogène, c'est une équipe qui réussit. Oui, c'est une richesse. C'est une vraie richesse, c'est une équipe qui va avoir plusieurs sensibilités, qui va être très créative, etc. C'est ce que je fais aujourd'hui. Moi, j'embauche des gens, vraiment, j'ai une équipe aujourd'hui hyper hétérogène dans les auteurs que je gère. Mais à l'époque, c'est une équipe très homogène. Donc moi, j'étais un peu l'exception. Mais les gens, en fait, pour eux, il y avait quelque chose d'assez... il y avait ces classements d'école de commerce, il y avait un truc assez normal d'embaucher, je sais pas, on est à la stratégie à Canal, on va embaucher un mec qui a fait HEC ou l'ESSEC ou le SCP, et puis on va s'arrêter là, quoi. Tout est... Voilà, il y a cette espèce de petit train-train, et on se dit, voilà, ça va marcher comme ça, alors que pas du tout, hein, mais quand on voit l'état dans lequel est le secteur en général, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché, parce qu'embaucher des clones, ça n'aboutit jamais à rien de bon. L'endogamie, en fait. Exactement. On reproduit tout le temps les mêmes pratiques. Et donc, consultant scénario, pendant 4 ans, c'est Studio Canal. Aussi, ouais, pour Studio Canal et d'autres boîtes.
Mais par exemple, tu as lu les scénarios de Wong Kar-wai ou... Oui. Alors Wong Kar-wai écrit plutôt des scénarios très courts. Ouais, mais il improvise, mais oui. J'ai tout lu. J'ai absolument tout lu. Et tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré, ouais. Alors? Je l'ai rencontré avec ses lunettes fumées. Ouais. Et c'est un personnage, hein. C'est assez marrant. C'est un vrai personnage. Après voilà, je le connais pas non plus. Je l'ai rencontré brièvement aussi, mais j'ai plus connu les gens par leurs projets. Après, je les ai rencontrés évidemment. Mais ce qui est quelle est la personnalité qui est... Parce que je cherchais, je me dis voilà, ça c'est pas un homme blanc, c'est un ovni absolu, Wong Kar-wai, par rapport au cinéma mondial. Ouais. Après, c'est vrai que peut-être Wong Kar-wai avait une sensibilité. C'est vrai que c'est un ovni. Non, mais tu as raison. Hein, c'est un ovni. C'est des projets un peu différents. Non, mais tu as raison. C'est vrai qu'il y a quelque chose de. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnalités qui t'ont inspiré à ce moment-là? Studio Canal, voilà, David Lynch. Est-ce qu'il y a une femme, par exemple? Est-ce qu'il y a des personnes ou des rôles? Quel est le scénario ou ce que je cherche, c'est un peu ces moments de rupture où on se dit tiens, finalement, ça bouge quand même. Moi, on était au début, c'était en 2005, donc on était encore dans un environnement quand même très misogyne, très machiste. Ouais. Moi, j'ai des souvenirs, où ça restait complètement compliqué de confier un projet avec un gros budget à une femme. Enfin, il y avait encore quand même ça. Il y avait encore mais c'était aussi, ça commençait à évoluer. C'est-à-dire, j'étais là quand on a commencé à dire, on peut confier quand même à une femme un budget, un gros budget de blockbuster. Mais, parce que je me rappelle, même j'étais au téléphone avec des producteurs américains, où je me retrouvais dans des conférences call avec même des patrons de studios américains, où j'étais là, moi, en tant que juste observateur, mais, il y avait quand même l'amorce d'une petite évolution, mais ça restait quand même très 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 masculin à mon époque, et ça restait très dur en fait pour les femmes de percer. Et non, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre comment finalement le scénario, c'est pas tout de suite. Tu le fais en parallèle, t'es prof de scénario, t'es consultant. Ça prend du temps, ouais. Ça prend du temps, mais aussi tu as le temps, en fait, le problème, c'est que, en gros, on va dire, c'est un projet sur 100 qui est fait. Ou, quand on devient un peu plus connu, peut-être un projet sur 5 ou un projet sur 6. Donc tu deviens prof de scénario sans avoir finalement eu de scénario. Ah oui, non, mais ça, c'est drôle. Oui, complètement. Enfin, c'est un grand classique, hein, des profs de littérature, des profs de... Et qui n'ont pas écrit. C'est toujours, qui n'ont jamais écrit eux-mêmes. Ça, c'est le grand classique. Parce qu'une fois ça marche, on n'a plus le temps de donner des cours, quoi. Donc j'avais quand même pas mal de notions, ça, je pouvais toujours le transmettre. Après, effectivement, j'avais pas encore, j'avais écrit, mais des choses qui s'étaient pas faites, ou voilà. Dans des cartons. Dans des cartons, dans des tiroirs, et puis, non, c'est sûr que, de toute façon, un scénariste, alors, il y en a qui vont plus vite, mais en gros, il faut quand même 10 ans à peu près pour atterrir. Ouais. Il y a un truc classique, hein, chez le scénariste, bon, il y a que les scénaristes qui comprendront, mais vous savez, vous avez toujours des histoires que vous voulez absolument raconter. Oui. Que vous voulez raconter depuis toujours. Quand vous êtes scénariste, vous allez sortir peut-être des centaines d'histoires dans votre vie. Le truc du scénariste, c'est vraiment, en général, il faut essayer de sortir le plus vite possible. C'est ces histoires que vous pensez être les histoires les plus importantes dans votre vie parce qu'elles sont pas toutes foncièrement intéressantes en réalité, en fait. Donc il y a un truc oui, parce qu'elles parlent de vous et elles sont, bon, c'est bien, hein, ça parle de vous, mais c'est pas forcément les plus intéressantes pour le grand public, quoi. Donc il y a tout un truc de maturité prend un peu de temps, quoi. Tu vois. Ouais. Est-ce que c'est pas ça qui fait que il y a une double ou une triple barrière pour les milieux sociaux qui sont pas habitués à ça ou dans lesquels les parents n'ont pas les moyens de tenir? Ça veut dire que c'est la vieille blague américaine, je fais du cinéma dans quel restaurant? C'est très juste, hein. À Hollywood, c'est ça. Hyper juste. La plupart des gens bossent dans des restaurants. Ils sont tous serveurs. Ils sont tous serveurs. Il faut jamais ouvrir un scénario quand vous êtes à Los Angeles, vous êtes sûr que le serveur va vous tomber dessus. Voilà. Et donc, est-ce que ça c'est vrai aussi en France? Oui, alors oui, bien sûr. Alors, c'était vrai vraiment à l'époque. Aujourd'hui, il y a tellement de travail que, alors ça reste difficile, mais je trouve qu'il y a plus d'opportunités qu'avant. Ça, je trouve, ça reste vraiment vrai, par exemple, pour le métier de comédien, qui reste un truc encore plus difficile et qui, pour le coup, je trouve, il y a beaucoup de gosses qui sont juste entretenus par leurs parents quand même très longtemps. Ouais. Le métier de scénariste, une fois qu'on a au moins une formation, qu'on a réussi quand même à après le conservatoire, c'est devenu... Après le conservatoire, typiquement après le conservatoire, on travaille. Donc le problème se pose plus vraiment. Et aujourd'hui, avec les plateformes, avec l'animation, avec quand même il y a énormément de travail. Comme vous dites, c'est devenu le métier roi quelque part oui, en tout chez cas, les créatifs. Oui. Donc du coup, se retrouver scénariste aujourd'hui,
Et comment on va vers ce qu'il y a de plus industriel? C'est parce que c'est une sensibilité? Ça s'est fait parce que il y a une telle confiance dans le milieu qu'on dit il faut absolument que ce soit Othman. C'est l'impression que j'ai eue quand j'étais à la guilde des scénaristes. Et Othman, il a représenté quelque chose, il sait faire un certain nombre de choses. Comment est-ce que... Alors ça, c'est une fois que j'ai eu, donc quand on m'a confié la création du deuxième feuilleton avec mes co-auteurs Colin Assos et Eric Führer, oui, là il y avait une vraie forme de reconnaissance et de confiance, c'est clair. Le nom circule. Oui, et en fait, avec l'énorme succès d'Ici Tout Commence, forcément, aujourd'hui, oui, clairement, il y a un truc qui a complètement changé pour moi. Mais avant, c'était pas le cas. Je veux dire, avant, il y a eu toute cette phase où voilà, on essaie de se faire un nom, on essaie de travailler, et on n'arrive pas forcément dans des trucs industriels par envie. Moi, je suis arrivé un peu par hasard. En fait, départ sur les quotidiennes, on m'a dit tiens, il cherche quelqu'un sur Demain appartient. Je me suis dit pourquoi pas, essayons. À l'époque, c'était un peu difficile sur la série, ça s'est amélioré ensuite. Donc, je suis arrivé un peu par hasard là-dedans, mais après j'ai pris goût parce que bon, la quotidienne c'est particulier parce que on voit très vite ce qu'on écrit à l'écran. Il y a un truc un peu d'adrénaline permanente, comme on travaille toutes les semaines à fond, etc. C'est très différent du rythme du scénariste collé chez lui avec 2-3 personnes qui met plusieurs mois. Donc j'ai bien aimé ce côté-là un peu sportif, ouais, c'est un peu du sport de combat, ouais, un petit peu ça. Collectif, hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'une fois que quand on vous confie une quotidienne et surtout quand elle marche, oui, là il y a quelque chose, une forme de reconnaissance, starification. Oui, enfin pas starification, pardon. Le nom, quoi, le nom. Oui, mais du coup il y a forcément les producteurs. Il y a un style que les gens reconnaissent. Je sais pas s'il y a un style, ça c'est plus mais il y a, moi je pense qu'il y a une forme, je sais que j'aime la modernité, donc que je suis plutôt progressiste et que ça, je pense que ça se voit dans ce que je fais. J'aime parler aux jeunes, ça c'est un vrai truc, et donc je fais une fiction qui me ressemble aussi, quoi, qui est un truc et que oui, j'aime pas trop les fictions passéistes ou j'ai toujours un problème avec les fictions françaises, j'ai l'impression qu'elles se passent dans les années 90. Oui, des fois quand je les regarde, je me dis mais ça se passe quand en fait? Aujourd'hui. C'était toujours Retour à le futur. Oui. On se dit mais attends, ça se passe à quelle époque quand on... Mais quand on est un enfant qui a passé, enfin un homme qui a passé 18 ans au Maroc avant d'arriver ici, comment est-ce que, enfin, c'est un chemin incroyable en 20 ans d'avoir surfé dans le système français élitiste, rebondi dans ce qu'il y avait de plus créatif dans le système qui était Canal. C'est vrai. Et de se retrouver à la fois à travers le scénario, à travers ces histoires, finalement au cœur des questions de la France. On est dans une année qui va être une année électorale. Tous les thèmes dont on a parlé, le futur, le passé, l'ambition et le fait de pas être positif, finalement, c'est des thèmes politique. Oui, c'est vrai, hein. Ah oui, c'est politique, clairement. Quand on s'appelle Othman, comment est-ce que ça résonne? Est-ce qu'il y a conscience de ça qu'en racontant des histoires, on fait passer des messages? Bien sûr. Ou est-ce qu'en fait, on est l'objet de toutes ces histoires et on les interprète tout simplement? Non, et je sais très bien l'impact que, par exemple, une quotidienne a sur les foyers français. Je sais très bien que quand on fait une histoire de coming out, on va changer la vie de plein de gens. Ça, j'en ai parfaitement conscience. Ils vont se dire, moi aussi, j'ai un truc à raconter à ma famille. C'est ça, exactement. Non, donc moi je suis... mais c'est même un des énormes plaisirs. C'est aussi de sans être non plus moralisateur, mais c'est de quand même d'avoir un impact sur la société, ou au moins de parler de choses dont peut-être on a parfois du mal à parler. Je suis pleinement conscient, en fait, du côté politique de la chose, mais... Mais sur justement cette histoire de France ou de francophonie, finalement, cette histoire, elle est aussi, ces programmes, ils sont aussi vus au Maroc ou pas? Oui. Alors piraté, parce que je crois que les couples homosexuels, c'était pas encore ça, mais pas juste au Maroc. Hein. Moi, j'étais très surpris, mais j'avais appris qu'ils n'arrivaient pas à le vendre, par exemple, dans les pays de l'Est, parce que pareil, les couples homosexuels, ça, comme quoi, on n'est pas non plus si avancé que ça. Non. Mais je sais que c'est regardé. Oui, c'est regardé, et c'est assez marrant parce que
Je sais que j'ai une nièce qui a dit à ses copines, c'est mon cousin qui écrit ça. Elles m'ont dit, c'est pas possible. C'est impossible que c'est impossible. Un Marocain écrit c'est ça. impossible. Et pourtant si, un Marocain peut écrire une histoire de pansexuel, peut écrire une histoire de coming out. Il y a aucun. Et qui se passe en France en 2020. Qui se passe en France en quoi. 2020. Voilà. Non, il y a vraiment tout. Réellement, c'est possible. C'est juste une question de choisir son chemin en fait dans la vie. Mais non, tout est possible. Est-ce qu'il y a des personnages qui portent ces questions d'identité, ou est-ce que finalement c'est pas si important que ça? Alors, on a joué sur l'identité sexuelle, ça je l'ai fait. Sur l'identité, on va dire culturelle, ça reste un sujet. C'est-à-dire peut-être que moi je le ferai plus tard dans une série où je serai moins dans un truc aussi industriel. Je pense que ça demande une série plus contenu qu'un truc aussi énorme qu'une quotidienne, qui est un truc qui est pas juste un personnage, c'est 40 personnages. Ça demanderait peut-être une série sur un seul personnage pour traiter cette question. Et donc il y a des personnages à l'intérieur de cette série qui portent ou pas? La diversité culturelle, oui, bien sûr qu'elle y est. C'est les acteurs. Elle y est. Mais est-ce qu'on l'a marqué plus que ça? Le cast est très hyper varié, etc., etc. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Non. Est-ce que ça a été pensé, ou est-ce que finalement on a trouvé un bon acteur? On voulait quelqu'un de rigolo, on a trouvé. Non, ça a été rigolo, pensé. On a trouvé. Non, ça a été pensé. Moi, j'aimerais que ça le soit plus. Personnellement, mais ça a été pensé et ça a été demandé même par la chaîne. Parce que moi, quand j'étais président de la commission diversité, j'avais rencontré les dirigeants de TF1 de l'époque, et c'est vrai que c'était pas c'était pas disons ça n'affleurait pas tout de suite dans les premières réflexions. Et la deuxième réflexion que le président à l'époque de TF1 m'avait fait, c'est qu'on aurait bien aimé que Jamel soit là, mais il est jamais disponible. Donc c'est pour ça. Et c'est vrai qu'il ne pensait, et c'était aussi la marque de TF1 de l'époque, qu'à avoir le meilleur de bien l'humour sûr, et de la production française. En l'occurrence, à l'époque, c'était Jamel qui avait tout explosé avec Canal, et il fallait, mais comme il n'était pas disponible, et donc je pense qu'il y avait une exigence telle qu'en fait c'était pas possible. Là, j'ai l'impression que c'est devenu possible, que c'est même écrit sans que ça soit un souci, et que ça soit une demande en fait tout à fait naturelle, parce qu'en fait il faut entre autres rajeunir, et démographiquement rajeunir. C'est ça. Le problème, il est posé. On peut pas penser que la jeunesse de la France est complètement monocolore. Et donc ça, c'est rentré dans les mœurs finalement. Ça fait partie d'un changement considérable. Les gens se rendent pas compte, c'est colossal. C'est-à-dire, il nous arrive plein de fois aujourd'hui de faire un rôle, on fait un personnage, et à la fin, ils prennent un personnage, l'acteur peut-être arabe, noir, blanc, de manière un peu indifférenciée. Ça, c'est énorme. Oui, je sais. À la base, c'était réellement, tout le monde était assigné à sa résidence, sa résidence 2, et clairement, il y avait les rôles pour les noirs, il y avait les rôles pour les arabes, et les rôles majoritairement quand même pour les hommes. Pour les hommes blancs. Donc, en fait, on peut être très optimiste. Ah oui, moi je trouve que cette histoire, à la fois celle de ces métiers qui ont énormément changé, du parcours que toi tu as eu, et de finalement ce que ça représente, même si c'est exceptionnel, le débat qui avait lieu à la Guilde des scénaristes, finalement c'était plus une prise de conscience, même s'il y a eu des moments assez forts. Ou est-ce que ça marque le fait que finalement il y a un basculement positif? Moi, je pense qu'il y a de toute façon, même démographiquement, un basculement qui est obligatoire. Et en gros, aujourd'hui, les chaînes sont en train de courir aussi derrière les plateformes qui sont allées très vite chercher des jeunes, qui veulent fabriquer l'avenir, et les chaînes aussi veulent fabriquer l'avenir. Non, moi, je suis hyper optimiste. Moi, c'est vrai que le seul endroit où c'est ce que j'avais dit donc à la réunion, et c'est ce que je pense toujours, c'est que il faut que les chaînes ouvrent les recrutements dans leurs postes de conseillers de fiction, de directeurs de fiction, à des gens de la diversité. C'est absolument... Toi, on est déjà dans la troisième partie. C'est qu'il faut absolument renforcer, changer, pour que finalement ça soit encore plus fluide, puisque c'est déjà mieux. Mais c'est ça le nœud aujourd'hui. Non, il faut absolument qu'ils diversifient leur recrutement. Pas juste le recrutement, je veux dire, de fonctions support. Le recrutement des fonctions... décisionnelles, des fonctions de décision. Et c'est là l'endroit pour moi parce qu'en fait tout est là. Moi je pense personnellement tout est là. C'est juste qu'il y a un côté un peu, c'est des gros paquebots quoi. Les chaînes, c'est des gros paquebots, et on a tendance à laisser à des postes qui sont clés des gens très très longtemps.
mais très 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 longtemps. Trop longtemps. Surtout sur l'écriture, par exemple sur la série, c'est un environnement qui est aujourd'hui central pour l'avenir même de la télévision. Et on a eu tendance en fait à laisser les mêmes personnes en se disant après tout il a fait du bon boulot pendant 20 ans, pourquoi sans se rendre compte sans se rendre compte que la personne aussi s'est encroûtée, elle travaille toujours avec les mêmes personnes et a toujours la Toi, même. tu serais favorable à ce qu'on voit, enfin il y avait une responsable qui était là pendant cette réunion qui disait qu'en Belgique à l'RTBF tu changeais de job tous les 5 ans. Moi je pense que ce serait le genre de choses qu'il faudrait. Moi je pense que ça devrait être obligatoire en fait tu retournes à la production, tu changes de métier. Exactement. Moi je pense que ça serait en tout cas à des postes très décisionnels, je pense qu'il faut absolument imposer finalement des tours. Des tours, ouais. Parce que ce que ça entraîne, c'est au bout d'un moment, sclérose. Oui, ça se sclérose, en fait. Parce que les gens, même si les gens disent j'accepte tous les projets, c'est pas vrai. Les gens ont une vision de la fiction. Et la fiction qu'ils produisent représente cette vision. Mais depuis 20 ans, le monde a changé. Et le monde a changé. La manière de raconter des histoires a changé. Les générations qui regardent ont changé. Toi, demain, si on te propose d'être directeur de fiction dans une chaîne ou dans une plateforme, tu le considères ou tu vas dire ah non, moi j'ai pas fait tout ça pour. Peut-être que je le considérerais, ouais, c'est possible. Pour pouvoir. C'est ça. Il y a aussi un truc pour pouvoir impulser un changement. Oui, c'est possible. Moi, si j'avais un message, c'est vraiment de pas embaucher ses clones. D'essayer de trouver des gens qui vont amener quelque chose de différent, qui viennent d'un milieu différent, qui ont un parti pris différent, qui vont un peu bouger le truc. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait finalement ce genre de choses pour la fiction. Je pense qu'il faudrait ce genre de choses pour la fiction parce que je me rappelle qu'il y avait, même à l'époque, quand ils embauchaient à la fiction, à l'époque à Canal, c'était ultra homogène. Ce qui est tant mieux pour eux parce que du coup c'est des gens qui viennent à peu près des mêmes écoles, des mêmes trucs, qui peuvent être amis, ils fréquentent les mêmes quartiers, mais c'est là où il y a un problème. Imaginez une équipe en fait de gens qui doivent choisir la fiction française et qui littéralement peut-être habitent dans la même rue à Paris. Et ces gens doivent décider de la fiction, une fiction qui est au contact de la société. Le résultat est très simple, c'est que vous avez majoritairement des fictions qui intéressent les gens de cette rue. De cet arrondissement. Donc vous vous retrouvez avec des trucs, effectivement. Il y a des choses qui sont portées au pinacle et d'autres, comme ça correspond pas trop, alors je me rappelle, moi, c'était très drôle. Le premier scénario que j'ai écrit, le personnage principal était maghrébin, mais c'était pas le sujet en soi. C'est un scénario initiatique, un voyage au Japon d'un grand-père maghrébin et son petit-fils. Mais les personnages n'étaient pas marqués. Et les premières réflexions que j'ai eues, c'est quel est l'intérêt que ce personnage soit maghrébin? Il dit, mais en fait, ton personnage, il vient pas d'une banlieue sensible, il a pas de... Et du coup, pourquoi il serait pas juste... en fait, pourquoi il serait pas blanc? Et je me disais, mais pourquoi il voit les choses comme ça? Moi, je regarde des fictions avec des personnages blancs et j'ai aucun problème à m'identifier avec eux. Pourquoi toi, tu ne peux pas t'identifier à un personnage maghrébin? En fait, si, tu peux. Mais c'est juste que comme ça ne fait pas partie de ton monde, tu ne comprends pas, en fait, ce que je suis en train de faire. En fait, tu comprends pas qu'on n'a pas assigné quelqu'un sur sa couleur de peau, quoi. Ou sa religion. C'est ça. Mais moi j'ai une passion pour Wong Kar-wai. Je ne savais pas que tu étais passionné par. Qu'est-ce qui fait que pour toi Wong Kar-wai est universel? Qu'est-ce qui fait que les histoires d'amour ou qu'est-ce qui a rendu à ce créateur profondément asiatique de Hong Kong, mais qui vient d'une famille qui vient de Shanghai? Qu'est-ce qui fait que il a traversé les frontières, touché des millions de gens dans le monde sur le cinéma? Parce que pourquoi, c'est quoi, qu'est-ce qui est universel chez lui? Bon, franchement, c'est très simple, hein, je vais pas révolutionner en fait, ces histoires d'amour sont universelles. En réalité, les gens vivent les mêmes histoires d'amour, quelle que soit leur culture, quel que soit le contexte historique. Et c'est même le petit secret des scénaristes, c'est que les gens ont les mêmes pulsions, les mêmes passions, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau, Après, la culture vient en plus bloquer ou permettre mettre des masques, etc., échanger des choses, mais on est tous... C'est le même moteur, quoi. On a tous le même moteur. Carrosserie. C'est ce que ont du mal à comprendre, on va dire, des gens, par exemple, qui sont racistes, ont du mal à comprendre que, en réalité, l'autre a exactement les mêmes pulsions que toi. Il est exactement comme toi. Il y a aucune différence entre lui et toi. Ça, c'est ce truc de se dire, comme il est de couleurs différentes, il a pas les mêmes envies ou pulsions mais voilà, il y a une histoire d'amour chez Wong Kar-wai. Elles sont, non seulement elles sont universelles et en plus, bon, on est toujours dans des histoires d'amour impossibles, hein, donc ça, c'est un ressort classique. Après, je pense, lui, ce qui est extraordinaire chez lui, c'est le style aussi. C'est un truc il y a une élégance, il y a un truc dans
ses acteurs, sa manière de filmer, sa manière Le personnage lui-même. Oui, et lui-même a un truc un peu... c'est vraiment un dandy, quelque chose un peu... Ouais. Oui, et le succès, par exemple, de la fiction coréenne, pour toi, est-ce que c'est... Parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse de ce qu'on a dit depuis le début, c'est extraordinairement coréen. Ils ont fait un travail extraordinaire avec les plateformes. Qu'est-ce qu'ils exportent? C'est coréen, mais quand même, la fiction coréenne, pour remettre les choses dans le contexte, les Coréens sont hyper américanisés, malgré tout, en fait. Dans leur narration, c'est la fiction dans l'écriture et la narration, c'est ultra américain, parce que la Corée du Sud a été colonisée un peu par les Américains. Oui, et plus que ça, elle a même retourné la colonisation. Exactement, c'est ça. Donc ils ont leur culture qui est très présente dedans, mais la méthode, elle est américaine. Après, ce que je trouve intéressant chez les Coréens, c'est qu'ils touchent les jeunes, en fait. Parce que comme leur genre on est beaucoup dans des films d'action, des thrillers, des comédies aussi, des comédies romantiques, etc. Ils ont une façon de faire, c'est pour ça que je dis c'est très américain, il y a quelque chose de très jeune et aussi très violent chez eux. Et c'est marrant parce que c'est des gens très pacifiques. Oui. Et ils utilisent la fiction pour expulser, en fait, toute la violence, en fait, qu'il peut y avoir dans leur société, etc. C'est ça qui est universel aujourd'hui. Oui, je pense, parce qu'en fait, comme Casa del Papel, en fait. Ouais. Si vous prenez Squid Game, je conseille aux gens, il y a un film qui s'en rapproche, qui s'appelle Le Prix du danger, qui est un film qui s'en rapproche un peu dans l'idée. Il y a déjà ça en France aussi. Et au-delà du succès, on va dire. Pourquoi on l'a pas fait alors? Moi, j'entends, ah oui, mais on avait, oui, ok. C'est là où on arrive au problème je vous dis, le problème de diversification pour moi des gens qui sont à la fiction. C'est typiquement, on s'est retrouvé, par exemple, je trouve personnellement, si vous prenez les canaux comme Arte, tous les trucs un petit peu plus, on va dire un petit peu plus hype. En gros, les profils des gens sont plus ou moins tous identiques. C'est un petit milieu, hein, ils passent tous d'un poste à l'autre, et en gros. Et on peut dire qu'ils viennent même à peu près des mêmes familles de cinéma. Il y a pas mal de gens qui étaient genre critiques aux Inrock ou critiques à Télérama, qui étaient des sélectionneurs à Cannes, qui étaient des sélectionneurs de festivals, donc on a... Oui, c'est les chaises musicales. C'est les chaises musicales. Ça induit une certaine fiction. C'est-à-dire que ces gens ne pourront jamais faire Squid Game, puisqu'ils considèrent Squid Game comme de la merde. Excusez-moi le terme, c'est juste, ils considèrent Casa de Papel comme de la merde et Squid Game comme de la merde. Donc ils ne le feront jamais, en fait. Ils vont aller chercher, on va dire, ce qu'ils estiment être des fictions de meilleurs, eux, dans leur monde, dans leur système. Donc, typiquement, là où ils vont aller plus chercher peut-être des réalisateurs un peu canois pour faire des séries. On va être dans ce genre vous voyez, donc, en fait, c'est là où je dis les recrutements importants parce que ça fabrique la fiction de la chaîne, en fait. Si vous mettez tel type qui était, par exemple, je sais pas, sélectionneur à Cannes, vous le mettez à la tête de la fiction de votre chaîne, il va faire une fiction qui se rapproche de ce qu'il a... Mais quand on regarde Gaumont, par exemple, Gaumont qui a soutenu Omar Sy depuis longtemps comme acteur, et qui à un moment donné discute de Lupin. Alors, aujourd'hui, c'est l'acteur français le plus connu dans le monde, c'est Omar Sy. C'est un bouleversement majeur, en fait, qui s'est passé cette année. Un personnage emblématique, une espèce de super-héros à la française, joué par le fils d'un émigré sénégalais, qui représente la France dans le monde entier, sur Netflix aujourd'hui. Et ça marche. Ça marche. C'est ça qui change tout. Parce qu'encore, si ça n'avait pas marché, on aurait dit, on vous avait dit que ça fonctionne pas. On aurait mieux fallu mettre mais ça marche. Bien sûr, ça marche. Est-ce qu'on dit que c'est de la merde? Oui. Ah oui. Si vous prenez, je veux dire, je suis sûr que si vous demandez aux gens derrière les trucs, ils ont une vision du truc. Ah, c'est trop commercial, mais c'est de la fiction. Oui, c'est de la fiction grand public, mais ça reste de la fiction de qualité, hein. Moi aussi, je trouve que c'est de la qualité. C'est de la qualité. Franchement, c'est de la fiction de qualité. C'est de la fiction qui est, moi j'aime bien parce que c'est généreux. Oui. C'est un truc quand même. C'est pour ça que ça parle aux jeunes. C'est ce qu'on disait au début. C'est hyper généreux, quoi. Et ils ont envie, on peut parfaitement avoir envie de s'incarner dans ce Lupin qui maîtrise les ordinateurs, psychologie extrêmement fine, qui est amoureux d'une fille d'héritier qui le déteste. Enfin, il y a tous les ressorts, on le voit bien. Tout. Et c'est incarné par Omar Sy, et ça cartonne. Et c'est fait par une boîte française. Gaumont. Mais alors, pour Netflix, parce qu'on n'a pas su avoir Netflix, parce qu'on n'a pas su avoir... Qu'est-ce que Netflix a su faire et a compris que finalement le reste de notre système n'a pas compris, pour en avoir d'autres. Parce que moi, je connais... C'est vrai que moi, par exemple, typiquement, il y a eu
ça fait longtemps que j'entends parler de projet sur Arsène Lupin. C'est pas mais à ma connaissance, il n'y avait jamais eu même l'idée de mettre un personnage noir comme Arsène Lupin. C'est-à-dire, toutes les versions que je voyais passer dans les chaînes, c'était globalement, voilà, une espèce de... Alors, à un moment, on parlait du jardin. Enfin, on est dans un truc beaucoup plus classique. Donc, Netflix, quand amené Netflix, c'est vraiment là, c'est cette modernité, c'est le moment où on renverse les choses, mais je pense très sincèrement que ça vient juste du recrutement, en fait, de Netflix. C'est-à-dire rien que le fait que ce soit des jeunes, donc les Damien Couvreur, même là, les Jimmy Desmarais, tous ces nouveaux conseillers qui ont été pris par Netflix, forcément, ça induit un changement. Ils fonctionnent différemment, ils ont pas les mêmes codes, les mêmes cercles. Parce qu'au bout d'un moment, vous avez des cercles, littéralement, de producteurs autour de vous. Forcément, ça induit une ouverture. Une ouverture. Au moment où on se sent plus libre, ouais. où les producteurs se sentent plus libres, il y a un système de confiance, et puis ils se disent, ce sont ces lecteurs français qui a eu le plus grand box-office. Ouais, c'est ça, c'est la plus grande star. En fait, c'est une valeur sûre. Ouais. Donc on prend zéro risque, en fait. Oui, non. Parce que d'ailleurs, même les Anglais n'ont pas fait sur James Bond. Ils n'ont pas fait jouer James Bond par un noir. Non, c'est donc, clair. Quelque part, on est très très en pointe, avec des Français à l'intérieur d'un système américain, des jeunes Français à l'intérieur d'un système américain, donc c'est tout à fait possible, en fait. Et je pense pas qu'une chaîne française aurait pris ce risque. Très sincèrement, même sur Omar Sy, parce que c'est un budget colossal quand même, Lupin. Ouais. Je pense que ça doit être un des plus gros budgets de la fiction française. Absolument. Je suis pas sûr qu'ils auraient pris ce risque. Alors, en tout cas pour les chaînes hertziennes. Après, je pense que ça aurait été trop commercial pour des chaînes payantes, même comme Canal, ou trop grand public, trop accessible, trop Canal est encore dans un truc un peu à la HBO de fiction ultra exigeante et qui peuvent n'être vues que par qui n'ont pas besoin d'être vues non plus par le grand public, quoi. Donc c'est pas une plateforme à l'échelle de Netflix qui a 250 millions d'abonnés, comme ça. Mais je pense que c'est une erreur. Ça, je pense très sincèrement, personnellement, je trouve que c'est une erreur. C'est typiquement le débat qu'il y a sur les films de genre, les films d'horreur français. C'est un truc qui m'en hystérique parce qu'en fait, en gros, donc on finance des films d'horreur français qui sortent, qui ont des prix en festival, et puis ces films font 50 000 entrées en salle et les gens pleurent en disant les spectateurs français sont des imbéciles et ils préfèrent aller voir des gros films d'horreur américains. J'en dis, et il y a un moment je me dis est-ce que vous comprenez pas qu'on a besoin, genre de l'Exorciste, on a besoin de ça pour que les gens aillent en salle. Les gens n'iront pas voir des films pointus d'auteurs d'horreur par millions. C'est impossible. Ça n'arrivera jamais. Et pour que ce monde existe, pour que tous les films cohabitent, il faut aussi des films destinés des blockbusters d'horreur destinés au grand public. Et ça, c'est un truc que le système n'arrive pas à produire parce que les gens ne sont pas intéressés forcément par ça, dans ce système-là. C'est pour ça que je dis, ça tient beaucoup au recrutement, aussi aux gens qui sont dans les commissions du CNC, qui ont choisi pour être dans les commissions du CNC, parce que on retrouve quand même une petite intelligentsia qui est tout le temps là. Alors, ils font des films, franchement, le cinéma d'auteur français aujourd'hui est florissant, clairement, il décroche tous les prix, etc. C'est exceptionnel. Mais il faut laisser aussi, il faut les deux. Et ça, il manque cette partie. Et en fait, c'est les plateformes qui ont pris. Les plateformes ont totalement pris la main là aujourd'hui, que ce soit Netflix et demain, ça sera Amazon, Disney, HBO Max, etc. Ils vont littéralement coloniser cet univers. Parce qu'en fait, ils laissent faire en gros la recherche-développement et puis ils repèrent et puis ensuite ils prennent ce qu'il y a de mieux et ils font des. Exactement. Et donc ça, je pense, c'est vraiment dommage. Après, alors il y a France TV et France Télé qui le fait sur Slash, mais je pense qu'ils devraient aller plus loin. Ouais. Pourquoi ne pas le mettre vraiment aller plus vers le grand public et le mettre sur leur chaîne hertzienne? Pourquoi se condamner? Parce qu'ils ont une moyenne d'âge qui est assez qui est monstrueuse. 70 ans pour France 3. Mais c'est fou que ça ne pose pas plus de problèmes. Ça. Ah, mais moi, ça m'en aussi. Je trouve ça incroyable. Vraiment, c'est-à-dire, je sais qu'ils ont essayé de se battre et qu'à un moment, ils se battent. Mais je pense que passer à l'acte, ils n'y arrivent pas. Slash devrait et gagnerait à exister en hertzien. Oui, c'est ça. Mais il y a un moment, effectivement, au début, ça va être compliqué et ça va pas faire les audiences qu'on attend, mais à un moment, il faut impulser le changement. Et ensuite, Netflix, au départ, c'était des locations de DVD, si je me rappelle bien. Avant que ça devienne le monstre que c'est. Aujourd'hui, le premier studio du monde. C'est ça. À un moment, un jour ou l'autre, il faut impulser un changement et lui donner le temps Mais ça, je trouve ça fou il y a une sorte de résignation. Oui.
de se dire voilà la télé en fait, c'est un média de vieux et voilà, en fait on est victime de sa propre fiction. Parce que exactement. comme on a passé notre temps à dire qu'il n'y avait pas d'avenir, C'est exactement et ça. ben à un moment donné on croit qu'il y en a plus. Non mais c'est ça, c'est exactement ça. Et ça, je pense, c'est le plus gros problème d'avoir de ne pas renouveler, il faut avoir des gens qui donnent de l'espoir et qui sont optimistes pour le lendemain, pour décider du lendemain. En tout cas, c'est extraordinaire. Merci beaucoup pour cette Merci à toi. On a passé plus de temps qu'était prévu, écoute. mais on a dit énormément de choses. En tout cas, je suis ravi. Moi aussi, hein. Merci. Merci, ouais. Salut.